Bien, salut, nous sommes le 14 mai et je reprends là la suite de cette conférence, cette dernière conférence du site Earthfile, conférence de Linda Moulton-Howe. On avait légèrement commencé le briefing qu'il y a eu à Camp David entre Ronald Reagan et tout un personnel spécialisé à propos des extraterrestres, des ovnis et des visites extraterrestres sur Terre, dont ils ont la preuve qu'il y en a eu depuis des milliers d'années. Et on va maintenant s'intéresser un peu plus au projet SERPO, qui était un programme d'échange entre des scientifiques humains et des E.T. venant de la planète SERPO, qui est du système de Zeta Reticuli. C'est un petit peu le scénario qui est mis en film dans Rencontre du troisième type de Spielberg. D'ailleurs, Spielberg s'est fait souffler dans les branches car il était un des rares à connaître vraiment la fin de cette expérience humaine avec cet échange. Et le fait que quand le président voit le film, ça se déroule vraiment comme si ça s'est passé en vérité, l'a amené à discuter avec Spielberg. Donc, Serpo, ils savent que la distance Terre-Serpo est de 40 années-lumière et que les ébènes arrivent à faire ce voyage en 9 de nos mois, 270 jours donc. Il sait qu'ils peuvent voyager sur de grandes distances par des tunnels spatiaux et il semblerait qu'ils soient capables de plier l'espace d'un point à l'autre de façon à raccourcir les distances. Là, le président demande s'ils sont tous amicaux. On lui répond que c'est une réponse très difficile à faire. Il faut évaluer les menaces selon plusieurs critères. Quoi qu'il en soit, ils ont quelques renseignements sur 4 des 5, a priori, races qu'ils connaissent. Les ébènes, E-B-E-N-S, leur ont donné tout ce que, leur ont répondu à tout ce que il leur avait été posé comme question. Et ils leur ont même permis de comprendre, d'en savoir plus sur les 4 autres races. Et il est désolé d'admettre au président qu'une de ces races est très hostile. Il continue en disant qu'ils ont des renseignements comme quoi une des espèces a fait des abductions de gens de la planète, qu'ils ont fait des expériences scientifiques et médicales sur ces humains. Comme meilleur de la connaissance, pas d'humains n'ont été tués. Moi, je crois qu'on connaît un pilote mexicain ou argentin qu'on a retrouvé avec des organes manquants, pour rester sobre. Ils ont capturé un de ces aliens hostiles, mais là, on pénètre dans des espaces très, très, très sensibles. Et il suggère au président d'arrêter cette discussion et de continuer sur d'autres questions, car il ne pense pas qu'il soit prêt à lui proposer des réponses précises à ces questions sur le danger potentiel que proposent ces aliens à ce moment. Et ça, c'était entre le 6 et 8 mars 1981 à Camp David. Bon, le président veut en savoir le plus possible, le plus vite possible. Il veut même tout savoir, ce qu'il est possible de savoir sur ces cratères aliens. Et il doit se préparer à former des groupes de travail sur la manière de réagir face à ce problème. Il demande s'ils ont déjà des plans de guerre vis-à-vis de ce sujet. Et on lui répond, oui, monsieur le président, nous avons des plans de guerre sur tous les dangers potentiels à notre pays. En 81. Et je pense qu'ils avaient déjà mis l'intelligence artificielle qu'ils avaient partiellement à cette époque-là sur l'affaire. Donc il va donner là le nom des espèces telles qu'ils leur ont donné ou telles qu'il est. Donc il y a les ébènes, ça ne veut peut-être pas dire extraterrestrial, biological, entity finalement, mais bon, on pourrait le dire. Il y a les archloïdes, A-R-C-H-Q-U-L-O-I-D-S, les quadloïdes, Q-A-D-L-O-I-D-S, les éplaloïdes, H-E-P-L-A-L-O-I-D-S, et les
Les trantaloïdes, Trantaloids. C'est le MJ5 qui a donné ces noms à ces espèces. Les ébènes sont amicaux, les trantaloïdes sont les dangereux. Ils appellent les aliens hostiles simplement comme HAV, c'est-à-dire Hostile Alien Visitor. Et le MJ12 leur a donné ce code, ce nom de code, depuis 1950. Il décrit un petit peu les trantaloïdes. Il dit que ces aliens hostiles sont plutôt sournois. Ils semblent pouvoir apparaître et disparaître, ce qui est au-delà de notre compréhension technique. Ils semblent aussi pouvoir flotter ou défier la gravité. Ils ont des photos actuelles d'eux en train de léviter. Donc, il va traiter là d'un nouveau crash, d'un accident d'abduction plutôt, qui a été enregistré par du personnel des services de renseignement militaire qui, en 1979, près d'une base militaire au New Mexique. Le Mexique ressemble à la planète d'origine des ébènes, qui ont donc une planète qui ressemble à un désert, plus ou moins, entre le système Zeta 1 et Zeta 2 Reticuli, qui sont des soleils très semblables aux nôtres. Ils ne savent pas de quelle planète sont les trantaloïdes. Un autre conseiller dit que oui, lui, il pense qu'ils savent d'où, car les ébènes leur ont donné cette information. Ils connaissent le nom du groupe d'étoiles. C'est à plus ou moins à 10 années-lumière et demie. Sur la troisième planète du système solaire Epsilon Eridani. En fait, les trantaloïdes sont plus proches de nous que ne le sont les ébènes au niveau de distance. Hein. Et donc, si vous prenez l'envie d'aller faire du week-end aventureux, voici une petite carte des lieux. Donc, vous le prenez, vous le mettez dans votre tam-tam. Donc, si j'ai bien compris, c'est une carte qui représente le milieu des étoiles qui sont à peu près à 12,5 années-lumière d'ici. Et vous allez voir Eridani qui est à ma flèche. Vous avez Procyon qui est ici, par exemple. Sirius qui est là, au centre Proxima du Centaure, ou juste avant le centre. Et puis, qu'est-ce que je peux décerner encore? En bas, Indi, la Silla ou la Caille, la Cille. Ici, vers la flèche, en suivant la flèche qui va en bas à droite, on va donc vers le centre galactique. Et pour le reste, j'ai un peu du mal à lire. Et voilà, la distance qu'il y a là à l'échelle, c'est 10 années-lumière. Donc, un petit peu de géographie. Epsilon Eridani, l'étoile a un anneau, comme le Jupiter. Est une planète gazeuse. Une planète gazeuse qui s'appelle Epsilon Eridani B, et probablement une seconde planète tellurique, donc un rocher, Epsilon Eridani C, et peut-être une troisième distante planète appartenant à une ou deux ceintures d'astéroïdes locales. Enfin bon, m'excuserez, je ne suis pas très précis. C'est pas moi qui conduisais au retour la dernière fois et je ne me rappelle plus tellement la route. Petit encart, je ne veux pas dire de grosses conneries, mais je crois que dans Independence Day, l'alien qui menace tout le monde dans la base en bas et qui leur prend la tête à distance avec cette espèce de carapace sur le crâne et les tentacules, là. Je crois que c'est une représentation du tantraloïde. Voilà une carte un peu plus détaillée. Tout de suite, ça va mieux. Donc, sur cette grande carte du Galactic Trotter, on repère donc Eridani et Eridani en dessous de Sirius A et B. Là. Elle en décrit un autre, Verto Ceti, qui, paraît-il, est aussi responsable de pas mal d'abductions et qui sera en relation avec des roïdes humains. Or, Zeta Reticula 1 et 2 ne sont pas sur cette carte, puisqu'ils sont à 40 années-lumière de distance.
Donc, d'après ce qui était, que donc ce qu'on voit ici, c'est un groupe plus près. Et d'après ce qui a été dit à Reagan, c'est qu'on pourrait avoir une intelligence primaire, première, qui pourrait être vers Epsilon Eridani, qui fabrique des robots, des androïdes, des droïdes, des sondes, et qui les envoie un peu partout. Ils font des cyborgs aussi. Donc on peut avoir comme source de ces intelligences premières, Epsilon Eridani, Tau Ceti, Zeta Reticuli, et puis d'autres évidemment. Et ils balancent tous leur matos un petit peu à gauche et à droite, et nous on est au milieu. Or nous on va commencer à faire à peu près la même chose. Bon, juste eux, ça fait peut-être des millions d'années qu'ils le font déjà. Ah, en fait, les quadroïdes, voilà comment ils les représentent ici à l'écran. Donc, ce n'est pas le personnage dont je parlais de Independence Day. Ils seraient des clones de deux autres espèces, de reptiliens et de mantis. Enfin, de mantes religieuses à insectes, insectoïdes, puisqu'elles font entre 2 et 3 mètres de haut, hein, et de lézards. Et à propos des éploloïdes, certains disent que ce sont les grands blancs. Blanc, B-L-A-N-C. Certains pourraient correspondre à la catégorie des grands blonds nordiques. Et on se demande pourquoi est-ce que les informations à propos de ces blonds et de ces nordiques est si difficile à obtenir. Alors qu'on a affaire à des mantis de 2,50 m, on a affaire à des reptiliens, on a affaire à des insectoïdes. Mais alors sur les grands blonds et les grands blancs, rien, hein, si peu. Et si bizarrement. Je dis bizarrement hein, parce que Charles Hall et son histoire de grand blanc est très, très bizarre. Pas hallucinante, non. Ce qui est bizarre, c'est la mise en scène, un tout tout autour de ça. Donc maintenant, on va parler des arcaloïdes. Et donc, voici un exemplaire de profil à l'écran. Qui ont des pupilles verticales, qui portent un instrument de communication, qui portaient un instrument de communication quand ils étaient au site de Trinity de White Sands en 64, dans un meeting avec les militaires américains et les scientifiques. Et la source est UFO, le passé, présent et le futur, par Robert Emenegger en 1974. Avec un film Alan Sandler, Institutional Film Inc. Et donc ça, c'est une, soi-disant, une illustration qui vient du film. Et on voit leur vaisseau aussi, là, à côté, a priori. Donc, ils ont de grands yeux noirs, avec leurs pupilles verticales, comme des chats ou des serpents. Et quelque part, ça nous rappelle quelques aspects. Moi, j'aurais dit égyptien pour la coiffure, si on peut dire ça, mais aussi Anunnaki. Ils ont de très grandes oreilles, contrairement aux autres. Donc, ce vaisseau est appelé l'œuf blanc par les militaires. Il faut noter aussi cette espèce de bâton qu'il tient avec la sinusoïde autour ou un serpent. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait le cas du C, mais bon. Bon, ce groupe a des vaisseaux qui lui sont propres, qu'on ne doit pas confondre avec ceux des autres. Si on en voit un comme ça de vaisseau, a priori, c'est le leur. Donc tout ça vient de l'époque où il tournait un film. Et il faut savoir que la CIA et la NSA sont très, très, très impliqués à Hollywood. Qu'énormément de scénarios, de films qu'on voit, ou peut-être des fois qu'on ne voit pas, sont tirés en fait d'histoires vraies, et que j'en reviens à dire que ce sont plutôt des documentaires politiquement corrigés. Mais qu'en général, la vérité, la réalité dépasse bien, bien de loin la fiction. Et donc, on a quelques renseignements. Quand ils ont organisé ce meeting, il s'avère qu'ils avaient aussi organisé avec troupes, armes et bagages et beaucoup de personnel, donc un autre meeting ailleurs pour couvrir le vrai meeting qui se déroulait à White Sands, et ils avaient envoyé tout le monde sur Holloman.
Et donc le meeting s'est un peu déroulé comme ça. Il y a d'abord eu les deux ébènes avec lesquels les militaires avaient confiance, qui se sont avancés. Puis il y a celui-là qui s'est pointé et est resté de manière protective et défensive peut-être aussi, en retrait, mais derrière les deux EBN. Alors que deux nouveaux vaisseaux venaient de manière préventive et défensive survoler la Seine et rester au-dessus. Et il nous est suggéré d'apprendre les histoires assyriennes, akkadiennes et sumériennes afin de comprendre un petit peu ce avec quoi nous avons affaire aujourd'hui. Voilà. Et donc, il semblerait que le bâton qui porte, The Rod, soit un traducteur, un moyen de communiquer, en fait, permettant une télépathie instantanée. Et donc, voici un autre sketch fait en 72 par quelqu'un qui était basé à Hawaï. Et il nous montre ce arcloïde, qui est donc une entité biologique clonée et qui mesure 1,70 m, 5 pieds et demi pour être précis, qui ont les pupilles verticales et qui sont fabriqués par les Ibn avec un cycle de cloning rapide, un cycle de clonage rapide. Donc là, on fait une petite comparaison entre le dessin qu'on trouve sur les territoires sumériens et la représentation de ce arcloïde, ou arcaloïde, on va dire. Et parce qu'il a le nez arqué. Bon, il y a une certaine ressemblance. Et en tout cas, le fait qu'il y ait des problèmes, enfin des questions de fabrication génétique, là est un point commun. Donc, Samash, qu'on voit là à droite, porte plus ou moins la même coiffe que celui qui est à gauche. Et il semblerait que les Égyptiens, les Grecs, les Akkadiens, les Sumériens soient tous des hybrides de souches sanguines différentes. Et qu'aujourd'hui, au milieu de la fournaise du Moyen-Orient, où l'on remarque que tous ces gens-là ont vraiment un grand nez, il nous faut penser aux implications. Oui, c'est ça, il faut sortir un petit peu de la scène du théâtre de temps en temps, faire le tour du théâtre et voir un petit peu à qui il appartient. Et après se rappeler qu'en plus, nous ne faisons qu'y jouer un rôle et que ce n'est pas vraiment notre identité qui est en cause. Donc ce rod, ce bâton qu'ils tiennent à la main, sert à communiquer avec quiconque, en fait, quasiment, mais aussi à le contrôler. Et donc, à l'époque, les primates locaux ont été maintenus dans l'ignorance de tout ce qui se passait, de façon à rester au niveau de travailleurs débiles. Je ne vais pas crier là, mais j'ai bien envie de crier ce que je viens de dire. Donc, il semblerait qu'à une époque, on ait prêté dévotion, on ait vénéré, adoré, c'est les dieux qu'on adore, des arcloïdes. Or, ce qui est drôle, c'est que les Ibn ont fabriqué les arcloïdes. Donc, les seigneurs de l'époque au Moyen-Orient étaient une forme d'arcloïde que les humains ont vénéré en tant que dieu Anunnaki. Et il est ironique de constater que les Ibn avaient fabriqué les arcloïdes et que les Ibn et les arcloïdes ensuite aient fait les humains qui eux-mêmes vénèrent les arcloïdes. En fait, pour ceux qui veulent absolument faire de la religion, ils n'ont même pas choisi le haut du panier, quoi. Donc, ce briefing auprès du président Reagan lui a permis d'être mis en face des EBN qui se servent du cycle rapide de clonage pour générer les arcloïdes au grand nez, ainsi que les hybrides quadloïdes qui sont d'un mix de mantis et de lézard. Enfin, à peu près. Et cette révélation du fait que d'autres intelligences manipulent l'ADN, changeant l'évolution de primates et créant différents modèles d'Homo sapiens qui ont été soumis à l'expérience depuis des milliers d'années, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que la Terre est une planète aussi fréquentée, aux phénomènes étranges si nombreux, et pourquoi est-ce que les gouvernements gardent toujours le secret aussi. Ben, notamment parce que voilà,
c'est leurs origines, je suppose. Au cours de cette expérimentation, il pourrait être vital aux Ibènes de laisser les humains dans le noir quant à nos réelles origines et à ce que nous sommes vraiment. Et si notre destinée est de finalement, ultimement, d'évoluer et de sortir de la galaxie, tout comme les autres, haploïdes, arcloïdes et haploïdes. Mais quel crétin, les Américains. Ils ne pouvaient pas trouver 4 noms faciles. Des bloïdes et des loïdes, alors qu'ils ne les connaissent pas, ils leur donnent des dénominations scientifiques. Franchement. Imprononçables. Alors, qu'en est-il des hostiles tantraloïdes, trantaloïdes? Donc, le président pose des questions et on lui répond, eh bien, monsieur le président, les trantaloïdes, leur technologie est probablement au moins 1000 ans en avance sur la nôtre. Peut-être même plus. Certains de leurs matériaux ne sont même pas trouvés sur cette planète. D'étranges matériaux, rien de comparable à ce qu'on a ici. Nous avons trouvé d'étranges points sur la carte des étoiles des ébènes et trantaloïdes. Et nous en avons conclu que ces points étaient des tunnels spatiaux tels que les ébènes l'ont décrit, des raccourcis d'un point à l'autre de l'espace. D'après les Ibènes, les trantaloïdes utilisent une autre forme de propulsion. Quelque chose du style matière contre antimatière. Énormément d'énergie est relâchée, mais nous n'avons pas la capacité de faire ça. Ces aliens trantaloïdes peuvent imiter les humains. Ils peuvent ressembler à des humains blonds. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas blonds, mais ils ressemblent à d'horribles insectes. Mais ils peuvent imiter l'apparence humaine. Et comment dans le monde, comment diable peuvent-ils faire ça? Ils ont la capacité de changer leur corps. Tel que je l'ai dit plus auparavant, ils ont plus de 1000 ans d'avance sur nous en technologie et sûrement dans d'autres sciences. Donc, quel pourrait être le camouflage dont ils se servent le plus? Celui de gauche ou celui de droite? Et on peut aussi se demander quelle est vraiment l'origine de l'archange Michael qui nous aide à combattre le dragon. Il semblerait que le MJ12 ait évolué vers d'autres acronymes. Ceci dit, un autre whistleblower de Washington lui a dit qu'il y a environ 2500 ans, les Ibènes ont fait de l'ingénierie génétique avec des Tibétains, des gens du Bhoutan et du Népal. Le résultat fut que certains de ces humains altérés, modifiés, ont été transplantés en Amérique centrale spécifiquement. En 850 avant Jésus-Christ, il y a eu une sécheresse et qu'ils ont la preuve que les Ibènes sont venus et qu'ils ont pris leurs expérimentations génétiques du Bhoutan, ont pris aussi les Mayas et les ont amenés sur une autre planète. Oh, ça c'est du lourd. Donc en fait, les Ibènes, ils ont fabriqué tout sauf les tantraloïdes, les trantaloïdes. J'espère que les trantaloïdes ne font pas de tantra avec des droïdes. On y raconte l'histoire d'un capitaine de l'Air Force qui a été adjoint à un Ibène qui a été récupéré jusque de 47 à 52, je crois, où il est mort. Et que tous les jours, ensemble, ils étaient filmés en train de discuter. Et qu'il doit y avoir tous ces films-là dans une de ces bases militaires. Il y a 2 ans de conversation. Ça doit vraiment être quelque chose à voir, effectivement. Surtout qu'une partie des conversations était télépathique directement dans le cerveau du capitaine de l'US Air Force. Et voici une des phrases qui a été dite par Lieben. Nous vous avons fait, nous vous avons mis ici, et que vous devez faire avec, mais que vous devez le quitter. Je ne sais pas. You have to leave it. Ouais, c'est l'anglais. Et donc maintenant, on se retrouve confronté quand même à la présence des trantaloïdes, contre lesquels ni nous, ni les Ibènes, n'y sommes pour rien. Et avec le problème qu'ils peuvent se camoufler sur Terre en tant que grands blancs. Il lui a aussi rajouté qu'ils ont la preuve que les Ibènes sont en train de faire de la génétique sur Terre depuis 270 millions d'années. C'est-à-dire un peu avant le temps des dinosaures quand même.
Ils savent aussi qu'il y a eu une suppression soudaine, mais ils ne savent pas pourquoi. Les Iban auraient pu faire s'évaporer un astéroïde de 15 km de diamètre. Ils auraient même pu le déplacer parmi les lignes temporelles ou l'amener dans une autre dimension. Donc pourquoi est-ce que cet astéroïde a été autorisé à frapper la planète et de détruire 75% de toute vie qui existait? Et il paraîtrait qu'il a été écrit dans le livre jaune avec une action d'hologramme. Les Iban savaient il y a 65 millions d'années qu'un très gros astéroïde allait frapper la Terre. Et il est possible qu'il ait laissé se produire, ou même qu'il l'ait fait se produire, parce qu'ils avaient eu envie de mettre fin à un terme, couper court à leur expérience, avec de 80 millions d'années avec des dinosaures. Il paraît qu'à cette époque-là, ils ont quand même sauvé un membre de chaque espèce, pas uniquement des dinosaures, et qu'ils les ont amenés sur une autre planète. Ils ont fait ça juste avant que l'astéroïde ne frappe. Donc, déjà une histoire d'Arche de Noé. Et ce qui les surprend quand même, c'est que les Iban pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais qui n'ont pas empêché l'astéroïde de frapper la planète. Oui, ben donc c'est eux qui l'ont balancé à la limite, et puis ils voulaient effectivement mettre un terme rapide à l'expérience. On balance un astéroïde comme ça qui va exploser au milieu de l'océan. Entre le choc, l'explosion, les tsunamis, le volcanisme induit, la disparition de l'atmosphère qui fait une chute de température monstrueuse, l'hiver nucléaire qui suit, ouais, je pense que c'est un bon moyen de mettre, pour pas cher, un terme à l'expérience. Et il est fort probable que nous soyons aussi une expérience Android, ainsi qu'ils l'ont fait avec les arcloïdes. Donc, en clair, hein, c'est donc une intelligence première qui a fabriqué, grâce à des cycles de clonage rapide, deux autres espèces qu'ils ont en plus hybridées entre eux, semblerait-il. Et donc que chacune de ces espèces a été plus ou moins fabriquée pour être au service des Iban. Ce qui nous donne un petit peu cette suite d'Anunnaki, de Sumériens aux Égyptiens. Les Grecs ont croisé les haploïdes. Et ensuite, les Iban ont utilisé les quadloïdes, avec leur aspect de lézard, pour être les superviseurs scientifiques de leur expérience, ici sur Terre, ou sur d'autres planètes aussi. Est-ce que c'est ça, quadloïde, éloïde, là, enfin, vraiment, c'est chiant ça, mais c'est atrocement chiant, quoi. De trouver des noms aussi imprononçables et similaires, sans savoir en plus qu'ils étaient déjà, à l'époque, ils ne savaient pas encore. Enfin, je ne sais rien. Moi non plus. Donc, où en étais-je? Ah, j'avais oublié de mettre aussi les mantis parmi les responsables scientifiques. Voilà. Est-ce que les arcloïdes et quadloïdes sont autant au courant de leurs origines que nous ne le sommes pas, en général? Et même si les Iban et les Anunnaki ont manipulé notre ADN sur des primates qui étaient déjà en train d'évoluer sur la planète, est-il possible de penser que ces premiers primates étaient eux-mêmes des intelligences artificiellement implantées? Est-ce que nous, humains, serions les androïdes d'une autre espèce? Ils l'avons toujours été. Je crois qu'on peut dire oui, globalement. Nous, alors que maintenant, nous pouvons créer de nouvelles vies, quand est-ce que nous allons rencontrer nos propres géniteurs? Enfin, ce n'est pas géniteur, là, le mot, c'est fabricateur. Or, ce qu'on fait maintenant avec le transhumanisme, c'est dans le domaine des machines et non pas du tout dans l'organique. Depuis les mois derniers, il y a eu des annonces comme quoi les humains avaient créé les premiers clones de primates, de deux singes macaques identiques, créés par transfert de noyaux des cellules, tel que Dolly le fut en 1996 ou 6. Il faudrait peut-être remarquer que cette manière de créer des androïdes est le moyen que les Eben ont pris pour diffuser leur civilisation, on dit, et leur contrôle géopolitique sur d'autres planètes, systèmes solaires, voire même galaxies. Et voilà, et donc elle finit sur quelques considérations et conclusions morales. Et je vous remercie d'avoir suivi la séance et je vous dis à la prochaine fois. Salut!